Vous faites bien de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent. D'abord, la Centrafrique, l'ex-président Michel Djotodia, revenu à Bangui le week-end dernier, annonce l'organisation d'une conférence nationale de la réconciliation. L'ex-chef d'État, qui se présente aujourd'hui comme un ambassadeur de la paix, a en ligne de mise, selon son programme, de rencontrer dans un premier temps toutes les personnalités centrafricaines. Cela va du chef du gouvernement au chef religieux en passant par son prédécesseur à la tête de l'État, François Bozizé, les leaders de la mouvance présidentielle et de l'opposition ou encore la société civile. L'unique et éphémère chef d'État musulman de ce pays d'Afrique centrale a surtout dans son agenda les noms des principaux chefs de guerre centrafricains. Il veut aller dans leurs fiefs respectifs avant de prendre langue avec les autorités des pays voisins. Beaucoup de spéculations circulent autour du deuxième séjour de l'ancien président Michel Djotodia qui vit en exil au Bénin dans le pays. Certains dans l'opposition le soupçonnent d'avoir conclu une alliance secrète avec l'actuel chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, qu'il a rencontré lundi. Des rumeurs démenties par ses proches qui assurent qu'il ne soutient aucun candidat à la présidentielle du 27 décembre prochain. Au Tchad, la haute autorité des médias audiovisuels Hama a suspendu pour 3 mois la parution de 12 journaux pour défaut de mise en conformité à la loi. Dans son arrêté rendu public lundi, l'autorité met en avant une loi datant de 2018 qui exige que tout organe ou périodique doit avoir un directeur de publication et un rédacteur en chef, tous deux formés en journalisme avec un niveau Bac+3 au moins. La haute autorité des médias audiovisuels assure dans son arrêté que les publications doivent se mettre aux normes durant les 3 mois de suspension. Passé ce délai et en cas de statu quo, les sanctions plus rigoureuses seront envisagées. La décision a provoqué le courroux du président de la Ligue tchadienne des droits de l'homme qui s'est insurgé contre la Hama tout en l'appelant à relever ces mesures rapidement et leur donner un délai raisonnable pour que ces journaux puissent se conformer à la nouvelle loi. Depuis la libéralisation de l'espace médiatique en 1990, le nombre de titres de presse s'est multiplié au Tchad, avec une quarantaine de titres de presse, une soixantaine de radios privées et associatives et 5 chaînes de télévision. Au Sénégal, Dakar et plusieurs autres régions sont sous les eaux après un week-end marqué par des pluies quasi interrompues qui ont causé au moins 5 morts. Plusieurs routes ont été coupées par les eaux et des maisons et véhicules submergés. Subissant de plein fouet les affres de cette montée des eaux, les jeunes ont dénoncé les inondations interminables qu'ils vivent à chaque hivernage, avec des critiques sévères contre les autorités de ce pays d'Afrique de l'Ouest, lesquelles se sont défendues en invoquant notamment le caractère exceptionnel de ces pluies. Les pouvoirs publics ont d'ailleurs affirmé avoir injecté 750 milliards de francs CFA pour régler le problème des inondations. Une version des faits qui est contredite par les populations qui n'ont constaté aucune évolution. En Mauritanie, la vie reprend à Nouakchott dans une ville qui a encore les pieds dans l'eau. À Del Bagrou, dans l'est du pays, près de la frontière avec le Mali, plusieurs quartiers de la ville sont totalement isolés. D'autres villes dans le sud sont aussi inondées, rendant impossible tout déplacement des populations. Les eaux ont notamment affecté les Mauritaniens les plus vulnérables qui habitent généralement dans les abris précaires. Les pluies diluviennes qui s'abattent depuis une semaine ont occasionné l'arrêt des cours dans certaines écoles. Les autorités ont évacué des dizaines de familles après l'inondation de leur habitation. Aucun décès n'a été enregistré jusqu'ici, mais les autorités rencontrent de sérieuses difficultés à trouver la logistique appropriée pour évacuer les eaux qui inondent encore certains établissements scolaires. Inondation au Soudan aussi, avec à la clé plusieurs morts et plus de 500 000 personnes déplacées. Après avoir déclaré un état d'urgence de 3 mois, les autorités locales ont décidé de mobiliser l'armée afin de venir en aide aux habitants pris au piège. Depuis la fin du mois de juillet, ce sont des crues du Nil
à l'est et les fortes pluies à l'ouest qui rythment le quotidien des Soudanais, une centaine de personnes ont déjà perdu la vie et plus de 100 000 maisons ont été détruites. La situation pourrait bien s'aggraver car on s'attend à des pluies plus abondantes d'ici la fin du mois de septembre. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est associé aux Émirats arabes unis pour venir en aide aux victimes et ont envoyé 100 tonnes de matériel de secours. L'Algérie n'est pas épargnée par ces inondations sur le continent. Les pluies qui se sont abattues dans la nuit du lundi 7 septembre sur Alger ont occasionné d'importants dégâts, inondé plusieurs communes de la capitale et paralysé le trafic routier sur plusieurs axes. Des véhicules ont été renversés, des routes partiellement endommagées, les maisons submergées par les eaux. Pour l'instant, aucun bilan de la protection civile n'a été avancé. En Éthiopie, ce mercredi 9 septembre est jour d'élection uniquement dans la région du Tigré dans le nord du pays, à la frontière avec l'Érythrée. Le gouvernement régional en conflit ouvert avec les autorités fédérales du Premier ministre Abiy Ahmed a décidé de tenir un scrutin législatif envers et contre tout, jugeant que le report officiel de l'élection au niveau national pour cause de Covid-19 n'était qu'un prétexte du chef du gouvernement pour se maintenir au pouvoir. Une poignée de partis politiques sont en liste pour élire leurs députés. Depuis des mois, les autorités fédérales, que ce soit le Premier ministre Abiy Ahmed en personne ou bien la Commission électorale nationale, exige que le scrutin du 9 septembre ne se tienne pas. Il dénonce une opération inconstitutionnelle et menace de punir le gouvernement régional de la province rebelle. La réplique d'Addis Abeba devrait donc être une non-reconnaissance de ces élections et sans doute le blocage des subventions fédérales au Tigré, ce qui représente la moitié du budget de la province. Pandémie de coronavirus, l'Égypte vient de franchir la barre des 100 000 cas. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé qui a indiqué que le pays a recensé lundi soir 100 041 contaminations, dont 5 541 morts et 79 008 guérisons. Pays arabe le plus peuplé avec 100 millions d'habitants, l'Égypte avait annoncé son premier cas de Covid-19 le 14 février. En mars, les autorités du pays avaient imposé des mesures visant à limiter la propagation du virus comme la fermeture des lieux de culte, des cafés, des restaurants et des aéroports. Un couvre-feu nocturne avait également été mis en place. Depuis le 1er juillet, le gouvernement a autorisé la réouverture partielle des mosquées, des églises, des cafés et des restaurants ainsi que des lieux culturels. Il a annulé le couvre-feu et rouvert les aéroports et l'espace aérien. Les musées, les sites touristiques et archéologiques ont également rouvert progressivement. En Afrique du Sud, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est en baisse. Le pays le plus touché par la maladie sur le continent a recensé moins de 1000 nouveaux cas par jour pour la première fois depuis 3 mois. Les derniers chiffres publiés lundi ont recensé seulement 845 cas pour cette journée, portant le total à près de 640 000 cas comptabilisés. Une baisse régulière depuis le pic atteint entre juillet et août. Ce qui n'empêche pas les autorités de mettre en garde contre l'éventualité de l'arrivée d'une deuxième vague. L'Afrique du Sud est désormais passée du 5e pays le plus touché dans le monde à la 7e place, mais reste le plus sévèrement atteint du continent africain. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.